Bonjour, aujourd'hui on parle d'un sujet qui concerne tous les managers, la posture managériale. Et nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez du sujet. Pour décrypter vos propos, nous sommes avec Yohan, ancien DRH qui a rejoint SkillsDay en tant que directeur pédagogique, mais surtout expert en management. Il casse vos idées reçues et vous donne des clés pour améliorer votre posture managériale et surtout manager autrement et mieux. Bonjour Yohan. Bonjour Audrey. On va commencer tout de suite dans le cœur du sujet avec la première question. C'est quoi un bon manager ? Alors, selon vous, c'est quoi un bon management ? Un bon management, c'est quand on prend en considération toute l'équipe. Oui. Donc pas forcément le management directement, mais c'est aussi prendre le côté un peu personnel, c'est prendre chaque personne qui est vraiment unique. Donc faire attention à chaque personne dans son équipe, c'est ça aussi pouvoir bien manager. Quelqu'un qui sait s'impliquer quand il y a besoin de le faire, qui essaye de prendre soin de ses collaborateurs, qui essaye de faire attention à ce qu'ils ont besoin. Des explications claires, bien comprendre les enjeux de pourquoi on fait ça, etc. et quelles sont les consignes strictes, les directives à suivre précises. Ouais, que ce soit clair pour moi et qu'il n'y ait pas qu'on me laisse faire mes trucs, avancer mes tasks comme je dois les faire et sans forcément avoir ce côté pression parfois non nécessaire. En fait, il faudrait qu'on soit tous au même niveau, je pense. Oui. Moins de hiérarchie en fait, moins de niveau, que les infos nous arrivent directement plutôt que de redescendre de façon escalier. Alors, tes premières réactions, Yohan, sur ces premiers propos ? C'est intéressant d'avoir cette opinion des collaborateurs sur ce qu'ils attendent de leur manager. Et on voit deux éléments clés. La première, c'est la notion d'adaptation. D'adaptation à ses collaborateurs, adaptation à leurs besoins personnels. Mais aussi, le deuxième point qui ressort, c'est le besoin de clarté. Comme le disait un des interviewés, qu'on me laisse faire mes trucs. Ou plutôt de faire mes tâches, comme il l'a précisé après, évidemment. Mais cette notion de savoir ce qu'il doit faire clairement. Et peut-être d'avoir une direction claire pour donner de l'impact, en tout cas. Mais alors justement, on voit qu'il y a besoin d'un cadre, mais on parle aussi d'autonomie. Alors comment trouver ce juste équilibre entre cadre, règles, liberté et autonomie qui peut être parfois difficile pour un manager ? Alors je pense qu'il faut distinguer l'autonomie et l'indépendance. L'autonomie, c'est dans un cadre qui est très clairement fixé par le manager. Le collaborateur a une certaine dose de liberté dans ce cadre. L'indépendance, ça serait de ne donner aucun cadre. Et là, au contraire, ça pourrait poser un double problème. Non seulement pour l'entreprise, bien évidemment, mais aussi pour le collaborateur qui pourrait avoir l'impression d'être trop libre et peut-être de ne pas avoir de vision globale sur ce qu'il doit faire. Ok, donc si je résume, c'est fixer un cadre et à l'intérieur de ce cadre, laisser la liberté aux collaborateurs de s'exprimer. Tout à fait, avec bien sûr une limite qui est celle de la motivation et d'autre part de la compétence du collaborateur. Un collaborateur qui sera en début de sa carrière n'aura pas besoin du même liberté, de la même autonomie qu'un collaborateur qui sera pour le coup très expérimenté, qui saura quoi faire. Ok, et pour revenir aussi à l'essence de la question, est-ce qu'on peut vraiment parler de bon et mauvais management ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Je pense qu'effectivement la notion de bon et mauvais n'est pas la question qu'il faut se poser. Je pense qu'on va plutôt parler de management adapté et de management inadapté à la situation et aux personnes. Et je pense qu'on pourra, grâce à ça, sortir d'un cliché du bon et du mauvais manager qui est problématique en lui-même parce que c'est quelque chose de très définitif. Et je pense que quelqu'un qui va être adapté dans un contexte, s'il ne fait pas l'effort de s'adapter à un nouveau contexte, devient un manager inadapté. Donc pas un bon ou un mauvais manager, juste un manager adapté ou inadapté à une situation et à des personnes. D'accord, super intéressant. Dans les réponses, il y a aussi cette phrase qui revient de prendre soin de ses collaborateurs. Mais concrètement, comment un manager peut prendre soin de ses collaborateurs ? La question de prendre soin de ses collaborateurs renvoie à une distinction essentielle entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, pour le manager, ça va être de prendre en compte ses collaborateurs, ses besoins, ses envies, ses aspirations, des choses essentielles. Par contre, le manager va devoir mettre une limite réelle. Il va devoir laisser le collaborateur agir. Sinon, il va prendre tous les problèmes du collaborateur et donc ça va le surcharger émotionnellement. Donc effectivement, prendre soin, ça va être quoi ? Ça va être écouter le collaborateur, montrer qu'on l'a compris, l'accompagner pour qu'il agisse et parfois, c'est vrai, il va devoir agir parce que le collaborateur est face à une difficulté qui est insoluble pour lui. Mais ça ne doit pas être systématiquement comme ça. Ça doit être avant tout de l'écoute et de la prise en compte. Et si tu devais résumer en une phrase ce qu'est une posture managériale adaptée ? Pour moi, la posture managériale adaptée, ça serait celle de faire preuve d'empathie, d'écouter, de questionner, d'essayer de réellement comprendre nos collaborateurs, tout en étant dans le courage, c'est-à-dire dans l'affirmation, dans le fait de dire les choses, de poser un cadre clair, pour que les collaborateurs se sentent
d'une certaine façon épanoui. Donc un équilibre entre du courage et de l'empathie. Et pour les managers qui ont du mal justement à être dans ce courage à montrer leurs limites, s'exprimer fermement, est-ce que tu aurais un conseil ? Alors déjà, je leur dirais que c'est pas s'exprimer fermement. Du courage, c'est dire les choses clairement, de poser un cadre en donnant une explication, en ne se justifiant pas bien sûr, mais en tout cas en étant certain que les choses soient bien comprises. C'est pas de l'agressivité, c'est juste du cadre, en ayant conscience que grâce à ce cadre, les gens sont plus épanouis, parce que c'est le cadre qui permet l'épanouissement. Ok, et à l'inverse, les managers qui auraient du mal à faire preuve d'empathie ou auraient du mal à l'exprimer, est-ce que tu aurais un conseil pour eux ? Je leur dirais de se remettre à l'esprit que c'est cette empathie qui va permettre aux gens de se mobiliser. Et cette empathie leur permettra de développer leur intelligence. Parce que les retours de leurs collaborateurs leur permettront de grandir, d'avoir des nouvelles idées et donc d'aboutir à un meilleur résultat. Donc, ça leur servira pour grandir et puis pour progresser. Donc, tout un intérêt pour eux de le faire. Alors, on a vu les pratiques managériales adaptées aux collaborateurs. Maintenant, on va voir quelles sont les pratiques managériales qui énervent le plus en entreprise. Soit trop de laxisme, Ouais. c'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout part à ce que font ses employés, soit le contraire. Et justement, il impose trop de règles dans ce qu'on fait. Je dirais le stress communicatif, quand la personne qui me manage peut être vraiment stressée et le retransmettre sur son équipe ou ce genre de choses. C'est le genre de pratique managériale qui peut un petit peu m'agacer, voire plus, m'horripiler. La mauvaise communication pour moi. Vous avez des exemples justement de mauvaise communication ? Les supports de communication qui vont pas être adaptés, c'est ce que je vois dans mon entreprise surtout, c'est la communication qui va se faire plus par le bouche à oreille, avec un manque justement de supports qui soient fixes, où on va pouvoir avoir cette information en continu. Nous, c'est les mails qui ne redescendent pas forcément en bas de la hiérarchie. On ne va pas toujours avoir les informations qui vont arriver au niveau le plus bas, c'est-à-dire le mien. Donc des fois, on n'a pas toujours les mêmes infos en fait, entre les collègues. Alors ce qui apparaît ici, c'est évidemment deux choses. Le premier, comme on en a déjà abordé tout à l'heure, c'est le fait de laisser trop de liberté, qui est problématique pour le premier à interviewer. Et à côté, il dit le problème inverse, c'est quand c'est trop de cadres, et bien au final, pareil, on ne se sent pas épanoui. Donc il y a encore une notion d'équilibre, parfois fragile, entre l'autonomie, l'indépendance, voire le micromanagement. Effectivement, ça peut poser un problème. Et le deuxième point qui revient ici, évidemment, c'est la notion de clarté. Et là, l'importance du rôle du manager pour communiquer les bonnes informations au bon moment, avec le bon niveau de précision, tout en rajoutant une autre dimension, bien sûr, de ne pas mettre du stress sur les équipes. Alors évidemment, ça montre ces vraies difficultés que peut avoir un manager à savoir comment il va doser, comment il va arriver à trouver cet équilibre entre tout ça. D'accord. Et est-ce que toi, justement, tu aurais des conseils pour les managers qui ont du mal à doser, à mettre un cadre, à trouver le juste milieu ? Le premier conseil, ça va être pour le manager de s'adapter à son équipe et en particulier à chaque individu de son équipe. Je vais te donner une illustration. Comme le disais tout à l'heure, un collaborateur qui vient d'arriver dans l'entreprise aura besoin d'un cadre beaucoup plus serré pour être un peu plus réconfortant, pour qu'il se sente monté en compétences et peu à peu se sente en confiance pour faire des choses. Évidemment, ce mode de management te fonctionnera un peu moins avec un collaborateur qui est très expérimenté et qui est très motivé, qui aura besoin d'un peu plus de liberté, d'autonomie dans ce cadre global et on pourra lui montrer sa confiance grâce à ça. Donc ça, pour le manager, ça sera forcément gagnant pour lui. Le deuxième conseil, évidemment, c'est de régulièrement mettre en place des rituels qui lui permettent de communiquer sur la stratégie, sur sa vision, sur les objectifs. Un cadre participatif pour que les gens puissent parler, s'exprimer en toute confiance, pour qu'ils aient envie de continuer de s'investir. Et tu aurais justement des exemples de rituels faciles à mettre en place pour un manager ? Bien évidemment, le plus logique, ça serait une réunion d'équipe, mais par contre avec un format adapté à la réalité de son entreprise, des formats qui sont courts, condensés, des formats où on va pouvoir laisser la liberté, avec des outils participatifs, que ce soit des outils où les gens pourront parler leurs difficultés de la semaine ou leurs réussites, par exemple. Ça peut être aussi des rituels en face à face, réguliers, avec une fréquence qui va être déterminée en fonction du contexte
pour que le collaborateur puisse avoir l'opportunité de s'exprimer, créer du lien. Et bien sûr, ça peut être aussi des rituels informels. Qui va organiser dans son équipe une soirée ou juste un verre pour encourager la cohésion d'équipe, pour que les gens puissent partager, parler, effectivement même parfois leurs difficultés perso, peu importe. En tout cas de l'informel, mais ça peut être aussi le café du matin avec l'équipe, voire... comme ça fait plaisir à tout le monde, les chouquettes du vendredi matin, qui sont un très bon rituel. Moins pour notre estomac, mais mieux pour l'équipe en tout cas. Je ne peux que confirmer. Dans les réponses aussi, une personne parle du stress de manager qui aurait du mal à gérer son stress. C'est vrai qu'être manager, ça peut être stressant. Est-ce que tu aurais des conseils une nouvelle fois pour gérer son stress en tant que manager ? Le stress est un sujet essentiel, que ce soit pour les collaborateurs, pour les managers, et voire même pour tous les échelons de la structure de l'entreprise. En fait, effectivement, ce qui va poser problème pour le collaborateur, c'est pas que son manager soit stressé, c'est plutôt qu'il le ressente, le stress. Donc, en fait, je pense qu'il faudra que le manager fasse lui-même un effort d'introspection pour savoir qu'est-ce qui génère du stress chez lui. Comment il peut gérer, peut-être avec un exercice de respiration, peut-être avec d'autres outils qui existent, peut-être en exprimant lui-même cette situation. Et peut-être, ce manager aura l'opportunité d'exprimer son stress, non pas à son équipe, mais à son manager, qui, évidemment, comme il fera lui-même preuve d'empathie, sera en mesure d'accueillir le stress de son manager pour qu'ils puissent, évidemment, ensemble avancer vers la résolution de ce problème-là, en tout cas. Mais je pense que ce qui pose effectivement problème à ce collaborateur, c'est quand le manager exprime avec beaucoup d'émotion le stress. Parce que qu'est-ce que ça va susciter chez le collaborateur ? Évidemment de l'inquiétude. S'il n'est pas inquiet par la situation, il va dire « Ok, la situation est catastrophique, qu'est-ce qui va se passer ?» Que le manager exprime des difficultés, dise en ce moment on est dans une situation compliquée sur tel ou tel sujet, mais ensemble on va y arriver. Ça, c'est OK. De dire, c'est la catastrophe, on va tous perdre nos emplois dans 2 jours, là, bien sûr, ça ne génère pas de la motivation. C'est sûr. Et je ne t'ai pas posé la question, toi, Johan, est-ce que tu observes encore trop souvent certaines postures managériales inadaptées dans les entreprises ? Moi, je pense que la posture managériale qui est, pour moi, la plus problématique, c'est celle de se dire, je vais manager comme j'aime être managé. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une vision très égocentrée. C'est évidemment qu'il y a un sujet qu'on connaît, on se connaît bien. Évidemment, ça fait quelques années qu'on se pratique soi-même, c'est normal. Mais l'effort d'adaptation est essentiel. Moi, je n'ai pas besoin d'être managé comme un de mes collègues. Et donc, au final, si je manage toute mon équipe de la même façon, il y a des gens qui vont tout à fait s'y retrouver. Mais il y a aussi des gens qui vont être laissés sur le carreau. Et c'est tout à fait problématique. Donc, on va non pas se manager comme on aimerait être managé, mais comme les autres ont besoin d'être managés. Pas aimeraient, ont besoin d'être managés. Et là, c'est là où on peut vraiment avoir un impact positif. Ok, super intéressant. Et justement, Johan, c'est une très belle transition pour la prochaine question. Faut-il manager tout le monde pareil ou s'adapter à ses collaborateurs ? Il faut vraiment s'adapter à chaque collaborateur, c'est ultra important parce que personne n'avance de la même manière et donc il faut vraiment savoir sur quel point il faut avancer, sur quel point il faut travailler, sur quel point on peut développer certaines choses et avec d'autres personnes ce ne sera pas du tout le cas. Donc vraiment on fait attention à chacun. J'ai l'impression qu'il faut peut-être être un peu comme des caméléons. Je pense que chacun a une approche différente. Le management de groupe, je pense que c'est ça enlève un peu l'identité de chacun, j'ai l'impression. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'importance de s'adapter réellement à la réalité, aux besoins, aux motivations et aux aspirations pour pouvoir être vraiment dans la performance en tant que manager et donc être efficace, tout simplement. Et justement, pour un manager qui débute ou alors qui ne sait pas trop comment s'adapter, comment faire ? Pour driver, c'est déjà apprendre vraiment avec qui tu as envie de travailler. Si tu connais tes collaborateurs, tu auras vachement plus d'informations sur eux, tu vas connaître un petit peu ce qu'ils n'aiment pas faire, leurs points forts, leurs points faibles, tu les fais progresser dans leurs points faibles pour qu'ils deviennent forts, et puis tu les gardes sur le point fort et tu leur dis voilà, continuez. Apprendre vraiment les personnes avec qui tu travailles, comprendre son environnement, avoir des vrais moments de cohésion et faire du brainstorm sur n'importe quoi. Et il ne faut pas chercher toujours le produit. J'ai l'impression que quand les gens veulent manager, ils veulent manager sur un truc, une source qui les intéresse, mais ils oublient la capacité de cette personne qui peut être multiservice, couteau suisse, avoir plein d'informations. Et donc moi, j'aime bien le côté particulier. Alors évidemment, ce manager semble avoir énormément de bons tips pour s'adapter. Écouter,
valider à travers des retours, des feedbacks positifs bien sûr, quand on réussit des choses, et puis aussi travailler avec des feedbacks potentiellement d'amélioration sur des sujets qui ne sont pas encore en maîtrise. Il rajoute aussi cette dimension de prendre vraiment du temps avec ses collaborateurs pour vraiment les comprendre. Ça, c'est du temps gagné. Alors ça peut sembler évidemment dans un premier temps du temps où je peux faire autre chose, oui. Mais évidemment sur le long terme on gagne quelque chose à travers ça. C'est un bon investissement. On investit dans son équipe pour avoir des résultats sur le long terme. Comme il l'a dit après, évidemment, dernier point, c'est la réflexion non pas seulement pour aboutir à un résultat particulier, mais systématiquement impliquer les équipes pour pouvoir aboutir à leur investissement, pour qu'ils se sentent impliqués dans les résultats globaux de l'entreprise. Et ça, évidemment, c'est forcément du win-win. Donc une posture qui est tout à fait adaptée, qu'il exprime ici. Ok, super. Et est-ce que toi, tu aurais des conseils supplémentaires ou alors tu vois une méthode structurée qui pourrait aider un manager qui débute et une nouvelle fois est un peu hésitant ou a du mal Le premier point, à mon sens, c'est la connaissance réelle de ses collaborateurs. Et ce qu'il va devoir utiliser et comprendre, c'est le questionnement. Se mettre à la place de son collaborateur ne commence pas par supposer ce que pense son collaborateur. Donc, s'asseoir avec lui poser des questions sur sa vision de son travail, sur ce qu'il apprécie moins, sans juger, bien sûr, juste en récoltant de l'information. Cette information va être essentielle pour lui, pour après adapter. Et peut-être que les réponses que va lui donner son collaborateur lui permettra d'adapter encore plus son management et encore plus sa vision de l'équipe. Le deuxième, c'est évidemment, comme l'a souligné notre interviewé, c'est prendre du temps pour des moments collectifs. Et ça c'est rapidement que le manager doit l'instaurer, un rituel adapté. Peut-être même faire participer son équipe à la définition de ce rituel pour pouvoir ensemble travailler sur quelque chose. Et puis, bien sûr, s'entraîner à formuler clairement les attentes et peut-être se faire aider par son manager et l'observer et bien sûr utiliser l'information pour pouvoir encore grandir. Ah, justement, très bonne transition. Comment aider ses collaborateurs à progresser sur les points faibles ou sur leur axe d'amélioration en tant que manager ? La première étape, ça va être bien sûr de faire un feedback d'amélioration structuré et avec impact, ce qu'on appelle chez nous un feedback à haute valeur ajoutée. Commencer par les faits, expliciter les conséquences, poser des questions à notre collaborateur sur ce qui s'est passé, mais bien sûr comment il va faire pour l'améliorer, et puis ensemble trouver des solutions. Ça va être la première étape. Puis la deuxième étape, ça va être, à travers le questionnement, d'essayer de développer un plan d'accompagnement avec ce collaborateur, un plan d'accompagnement adapté à sa réalité, pour qu'il puisse progresser et qu'à un moment donné, il va atteindre ses objectifs. Donc là, on aura l'opportunité d'utiliser un autre outil, le feedback positif, les félicitations. Bravo, tu as réussi à progresser sur ce sujet-là, ça t'a permis ça. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et on continue, on avance. Super. Et du coup, on crée un cercle vertueux autour de la progression du collaborateur. Et on peut sortir de ce cercle vicieux qui sera celui de dire « je n'y arrive pas sur un sujet, je suis démotivé, je suis en baisse de performance, j'ai un sentiment de ne pas y arriver, et ainsi de suite. » Et là, on est dans un cercle vicieux. Et ça, on ne veut pas. Et le manager n'a pas besoin de ça. Et le collaborateur non plus. Parce qu'on veut prendre soin de lui. Ok, super clair. Et justement, une fois que notre collaborateur a progressé, comment continuer à l'accompagner pour continuer à le faire grandir ? Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser deux choses. La première, c'est développer une posture de manager-coach. Manager-coach, ça va être celui qui va définir avec une méthode structurée les opportunités de progression du collaborateur pour atteindre un nouveau step. Et là, comme ça, il va pouvoir grandir, il va pouvoir se développer de nouveaux objectifs, des nouvelles méthodes opératoires, et donc atteindre ces nouveaux objectifs pour faire grandir. Là encore, ça sera bénéfique pour qui ? Pour le collaborateur, pour l'entreprise et même pour le manager qui sera un nouveau relais dans son équipe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être d'être assez clair sur un plan pour son équipe, pour développer qui on va développer, dans quel rôle, sur quelle action, sur quelle tâche, pour faire d'une certaine façon son plan B. Parce qu'un bon manager, un manager qui sera dans le succès, c'est celui qui a préparé sa succession. Et donc au final, lui-même pourra grandir, etc. Ok, super. Et donc là, on s'est intéressé aux collaborateurs, à la relation manager-managé, mais sur le plan collectif, comment motiver son équipe ? Je pense qu'il ne faut pas se mettre en tant que
position de force, on peut être un leader, mais il faut vraiment accompagner, il faut vraiment être dans le sens où on play as a team, on est une équipe et c'est comme ça qu'on va souder les gens, fédérer les gens et avancer tous ensemble. Alors les gens vont te dire au départ c'est du salaire. Tu veux manager, tu me dis tu mets la carotte en face et on va croire que ça va être bon. Mais je suis pas sûr que la carotte elle fonctionne longtemps. C'est un truc et je trouvais ça bizarre, c'est pas une question d'argent, c'est une question de bien-être, j'ai l'impression, d'épanouissement. Si la personne elle est épanouie dans son travail, il va avoir quelque chose qui va faire qu'elle va fédérer, elle va rester avec toi. En fait, j'ai l'impression que le manager il doit être fédérateur déjà à la base. Et donc pour fédérer, il y a ce concept de, alors surtout ne pas mettre cette fameuse carotte parce qu'elle est, pour moi, elle donne pas de force, mais dans la motivation et dans la progression, que ce soit sur son travail ou sur son emploi et puis la carrière, là c'est plus intéressant. Ce qui est très intéressant dans ce que nous disent les deux interviewés, c'est que les deux parlent de la même chose. Ils parlent de la motivation intrinsèque. On considère qu'il y a deux grands types de motivation. La motivation extrinsèque, ils parlent par exemple du salaire. Et une autre type de motivation, qu'on appelle plutôt la motivation intrinsèque, celle qui va pousser le collaborateur à se sentir engagé. Et le rôle du manager dans ce type de motivation est essentiel. Je reprends les termes du deuxième interviewé, il parle de fédérateur. Incroyable, super impliquant. Cette notion de la première personne parlait de leader aussi. Effectivement, le manager doit donner un cadre, doit donner envie aux gens de s'impliquer, doit donner envie à son équipe d'avancer ensemble. Effectivement, le salaire, il ne faut pas le nier. C'est une source de motivation. Et ça serait illusoire de croire que le salaire n'existe pas en tant que facteur de motivation. Mais, et c'est là bien essentiel, il y a d'autres facteurs qui sont mentionnés. Le bien-être, les perspectives, l'envie de s'impliquer encore plus. Et pour créer une cohésion, un bien-être dans l'équipe, comment on fait selon toi ? Alors, on fait plusieurs choses. La première, c'est qu'on partage un objectif commun ensemble. C'est déjà la première étape. La notion de manager-leader. On parlait la première interviewée. C'est là l'essentiel. Le rôle du manager est ici clé, puisque c'est lui qui doit communiquer à son équipe la stratégie de l'entreprise, mais aussi la stratégie de l'équipe. Déjà, ensemble, on va pouvoir fédérer quelque chose. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, à gagner, etc. La deuxième, c'est de créer un environnement collaboratif au sein de l'équipe. Tout à l'heure, on parlait de retours. Les retours du manager au collaborateur. Mais c'est aussi important de générer des retours entre les membres d'une équipe. Retour d'amélioration, retour positif. Là, ça générera quelque chose d'emballant. Les gens pourront se dire, on va travailler ensemble vers un objectif commun. Et ça, évidemment, ça donne envie de s'impliquer. Troisième outil très important pour générer de la cohésion d'équipe, ça va être de susciter la collaboration transverse sur des sujets. Donc de favoriser, en tant que manager, le fait de travailler par binôme, par trinôme, sur des sujets particuliers pour encourager encore les gens à collaborer. Et ça, c'est tout à fait possible, parce qu'on va utiliser, dans un cadre clair, la cohésion d'équipe, l'intelligence collective, pour pouvoir aboutir à des super résultats. Et puis bien sûr, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, la quatrième, mettre en place des rendez-vous réguliers de partage d'informations, pour que les gens se sentent impliqués dans quelque chose qui les dépasse un peu. Et là, on pourra générer de la cohésion qui va générer, évidemment, une sorte de motivation. On va travailler pour l'entreprise, mais aussi on va travailler pour ses collègues, on va travailler pour son équipe. Ensemble, on va gagner quelque chose de chouette. Donc là, tu parles de collaboration, de retour entre collaborateurs. Comment tu fais si des collaborateurs d'une même équipe ne s'entendent pas ou ont des caractères radicalement différents qui peuvent sembler difficiles à matcher ? Alors, je vais couper ta question en deux réponses. Quand tu parlais de caractères différents, je pense qu'au contraire, les caractères différents dans une équipe sont une force. Ce sont absolument pas une faiblesse. Les caractères différents permettent d'avoir une vision très différente et donc ensemble, combinés, peuvent aboutir à des super résultats. Quelqu'un qui est très optimiste, qui est très volubile, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup d'énergie, une personne qui peut être impactante pour une réunion, va pouvoir bénéficier de quelqu'un qui va avoir peut-être un état d'esprit plus pessimiste, plus analytique, et qui va donc, grâce à cette combinaison de deux, va aboutir à des meilleurs résultats, puisqu'on aura l'optimisme, mais on aura basé sur de la raison. Il faudra, par contre, et c'est la réponse à ta première question, trouver, définir l'intérêt commun. Et c'est là le rôle du manager. Tout à l'heure, je te parlais de vision d'équipe, mais il y a aussi des objectifs. Donc il va falloir être très clair entre ces deux personnes qui n'arrivent pas à collaborer ou qui ont des caractères différents, leur dire qu'elles ont un intérêt à collaborer. Que si elles ne collaborent pas, au contraire, il va y avoir un risque pour eux, pour l'entreprise. Et donc automatiquement, des gens logiques vont commencer à travailler ensemble. D'autre part, on va fixer un cadre à la collaboration. Si on sait que les échanges ne seront pas faciles, peut-être le rôle du manager, ça va être de mettre de l'huile dans les rouages pour que la communication s'instaure peu à peu. Pas imaginer que d'un claquement de doigts, ça va être magique, mais ça va être par les résultats, par le fait
que l'on arrive à atteindre des choses ensemble, on pourra peu à peu développer notre optimisme sur la qualité de la relation. Et c'est là où on est sur les bases, peut-être une gestion de conflit, c'est de baser sur la motivation, de baser sur l'optimisme, et en dernier lieu, il y aura de l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est que chacun va devoir faire un effort. Donc notre ami optimiste volubile va donc devoir laisser la place à son ami plutôt pessimiste analytique, et le pessimiste analytique va devoir dire ok, je vais partager mes idées, mais je vais pas forcément le mettre sous l'angle uniquement négatif, je vais tenter de partager plutôt sous l'angle de l'opportunité. Et ensemble, leurs modes de communication vont à un moment donné converger, et puis ça sera des bons résultats. Moi, en tant que manager, j'ai managé des gens avec qui j'avais des personnalités totalement différentes. J'étais à l'opposé du spectre dans toutes les méthodes d'analyse. Et pourtant, on a fait des très belles collaborations. Ok, super. Donc tout est possible. Tout est possible dès l'instant. On comprend qu'on a un intérêt commun. Et alors, question délicate pour un manager, comment annoncer une directive avec laquelle on n'est pas forcément d'accord? Alors, s'il y a une directive, il faut la comprendre, il faut aussi pouvoir trouver les bons mots pour savoir comment retranscrire, parce que nous, on aura des directives, mais ça ne sera jamais la même chose qu'auprès de que notre team, tout simplement. Et ouais, donc faire attention aux mots qu'on peut employer, réfléchir peut-être aussi un petit peu de son côté, ou voir si on a d'autres managers avec nous qui peuvent nous dire comment ils ont annoncé à leur team, ou comment on va faire, comment on peut leur dire. Voilà, vraiment réussir à bien retranscrire sans faire peur non plus. Oui, alors bien sûr, là tu as des trucs qui sont vraiment plus difficiles. Ouais. C'est dire qu'on va bosser sur quelque chose et qui va énerver tout le monde. Le truc classique. Ça, c'est le truc le plus pourri. C'est le côté pas magique de la boîte. Oui. Eh ben, je trouve qu'à ce moment-là, je ne vais pas porter l'accusation à mon supérieur. Je vais dire c'est le mec au-dessus de moi qui a trouvé cette idée, etc. Non, je veux dire, il y a un problème, nous on le résout. Oui. Et puis, vite on aura fini avec ce truc-là. D'accord. Nous, on va s'épanouir. Il ne faut pas prendre le truc comme une corvée, mais le prendre comme un challenge. Une fois qu'il est traversé et qu'il est fini, voilà. C'est-à-dire que le prochain challenge sera encore plus facile. 2 outils que nous partagent nos interviewés. Le premier, c'est le partage d'expérience, partage entre managers, trouver des solutions pour présenter les choses avec clarté, y compris quand on n'est pas tout à fait aligné. Et le deuxième, le challenge, un peu, c'est intéressant ça quand même, de se dire, ça, notre objectif c'est de finir le plus vite possible pour pouvoir passer à autre chose. L'essentiel c'est d'aller plus vite pour faire une tâche qui nous déplaît, pour pouvoir avancer sur autre chose. Et là, ce que j'en ressens, c'est cette notion de transparence qui ressort dans les propos du deuxième interview. Quelque chose d'important, de se dire, c'est peut-être pas le sujet qui va nous faire rêver, c'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, faisons-le, et puis voyons. Et puis on va essayer de donner du fun là-dessus. Et est-ce que toi, tu aurais d'autres conseils pour un manager qui serait face à cette situation? Pour moi, l'important ici, c'est d'être transparent sans être de la critique de l'entreprise. Donc, là encore, dans un équilibre entre l'empathie et du courage. L'empathie, c'est d'expliquer aux gens de comprendre leurs craintes, comprendre pourquoi ils peuvent avoir des questions. Par contre, le courage, c'est de dire « Ok, j'entends. Néanmoins, c'est une décision de l'entreprise, c'est une stratégie de l'entreprise. Faisons en sorte que ça se passe pour le mieux. » Et la question suivante, c'est comment va-t-on faire, nous en tant qu'équipe, pour que ça se passe pour le mieux? Et là, évidemment, on ne va pas susciter l'adhésion. Les questions n'est même pas là, en vrai. C'est pas la question de susciter, de dire les gens vont trouver que c'est la meilleure idée du monde. Néanmoins, c'est de faire entrer les gens en action. Et donc, grâce à ça, grâce à cet équilibre, on va pouvoir déjà lever des freins. Puis d'autre part, il y a quelque chose d'essentiel, c'est de réfléchir quand on a une décision impopulaire, de tenter de faire un mapping de son équipe. Les gens qui sont les farouches opposants, c'est peut-être pas eux qu'il faut convaincre. C'est peut-être s'appuyer sur ceux qui sont promoteurs de la décision et d'utiliser ces promoteurs pour tenter de convaincre ou de pousser les gens à l'action, ceux qui ont une opinion qui n'est pas tranchée sur le sujet, qui ne savent pas trop quoi en dire, et qui sont une grande majorité. Et puis, à un moment donné, les tout à fait récalcitrants, soit iront dans l'action, soit peut-être faudra faire autre chose avec eux, faudra les recadrer. Parce que, évidemment, et c'est là peut-être le problématique, c'est que dans une entreprise, à n'importe quel niveau qu'on soit, on a un cadre à respecter. Tout niveau. Un cadre qui nous est imposé, y compris le directeur général de l'entreprise. Il a un cadre avec des actionnaires, il a un cadre législatif, il a un cadre avec l'opinion publique qu'il doit respecter. Il n'a pas une totale liberté. Et donc au final, dans ce cadre-là, comment on fait pour s'épanouir? Comment on fait pour trouver son intérêt? Toujours pareil. Et ça peut être par la liberté, par l'autonomie, et peut-être à la fin par le fait de maîtriser une nouvelle compétence. Trop bien.
on est content. Oui, oui, tout à fait. Et pour revenir sur le cœur de cette interview, la posture managériale. Quels sont selon toi les plus grands mythes ou le plus grand mythe qu'il faut casser sur cette posture managériale et sur cette posture de manager? Alors, je pense que le plus grand mythe, de tous les cas, c'est de dire le management, on l'est, on ne l'est pas. Quelque chose d'un peu inné, tu vois, quelque chose que on tombe l'énergie managériale en nous et on devient manager. Alors que non, l'importance, c'est l'apprentissage. On apprend à développer sa posture managériale. On l'apprend comment? Parfois dans la difficulté, incontestablement, on fait des erreurs, on les analyse, on corrige et on avance. Parfois, par un manager de manager qui va être suffisamment bienveillant, qui va prendre du temps pour expliquer à son manager les erreurs qu'il a faites et donc au final le faire progresser. Et aussi, en grande partie grâce à ça, grâce à la formation. On peut et on doit, je pense, être formé rapidement pour acquérir ces réflexes et pour corriger rapidement des erreurs. Parce qu'on le sait, 70% du turnover est lié au manager. Donc on le sait, un management inadapté peut avoir des conséquences sur la rétention des talents et aussi, bien sûr, sur la performance de l'équipe. Donc, on se doit d'être rapidement efficace, de trouver rapidement la posture adaptée à nos équipes, à nos collaborateurs et à la situation dans laquelle on se trouve. Donc, la formation va nous aider là-dessus. Avec des outils, bien sûr. Des outils pour donner des directives, donner une vision, des outils pour fixer des bons rituels, des rituels adaptés, des rituels qui vont engager. Et bien sûr, des outils pour donner des feedbacks à haute valeur ajoutée, que ce soit feedback d'amélioration, voire des feedbacks positifs, et ça va être la grande majorité, quand tout va aller, quand des collaborateurs vont être en progression. Tout ça, ça va être des outils pour l'aider le manager à se sentir plus à l'aise et à développer rapidement sa posture adaptée. Et tout le monde est gagnant, l'entreprise, les collaborateurs et le manager qui se sent aussi plus à l'aise au final dans sa posture. Parce qu'il atteindra lui-même, sera en situation de maîtrise, donc il sera heureux, donc plus performant. Et vivra peut-être un peu moins le stress dont tu parlais un peu plus tôt, dont l'interviewé parlait. Quand il y a du stress, évidemment, ça génère une atmosphère négative dans l'entreprise. Tout à fait. Merci Johan pour cette interview. Merci Audrey. Et justement, on peut te retrouver en formation avec Skills Day dans votre entreprise, sur notre chaîne YouTube ou sur nos lives. À bientôt.